Bonjour et bienvenue dans ce cours consacré à un des aspects les plus compliqués de la géologie en classe de terminale S. C'est le métamorphisme. Dès qu'on parle de métamorphisme, déjà on fronce les sourcils et on se dit « qu'est-ce que c'est que ça ?» La première fois qu'on vous en parle, en général, c'est avec cette roche-là. Cette roche, c'est un gneiss. Et on vous dit, ce gneiss, c'est le produit de la transformation de cette roche-là, bien connue, le granit, en une roche qui a été en profondeur écrasée, comme ça, et qui, à la manière d'un millefeuille, apparaît sous la forme de lit ou plan. Un géologue, un plan, il l'appelle schiste. Et c'est pour ça que cette roche est une roche qu'on appelle un schiste. Mais pourquoi est-ce qu'on vous embête avec le métamorphisme en classe de terminale? Eh bien parce que ces roches, on considère qu'elles ont un message à nous donner. On dit que ce sont des roches qui parlent. Oui. Alors qu'est-ce qu'elles nous disent, ces roches? En gros, elles nous disent, voilà, je me suis formé à cette profondeur là dans la Terre. Genre par exemple là, moi je me suis formé à 20 km de profondeur. Voilà. C'est ça que dit une roche métamorphique. Mais bon sang, comment on fait pour savoir que cette roche est formée à 20 km de profondeur? C'est le problème qu'on va résoudre aujourd'hui. Alors pour commencer, il faut qu'on fasse un petit peu de physique. Mais de la physique simple. Mon idée, c'est que cette roche s'est formée à 20 km de profondeur. Et je veux connaître la pression à laquelle elle s'est formée et la température à laquelle elle s'est formée, à 20 km. Les physiciens nous ont fait cadeau de quelques équations là qu'on va pouvoir utiliser. Je note, pour commencer, H, c'est la profondeur à laquelle ma roche s'est formée. 20 km. Je n'ai plus qu'à appliquer H dans chacune de mes équations. Par contre, il faut que je sois homogène, c'est-à-dire que je vais tout mettre en mètres, en kilos et en secondes. Ça, c'est P, la pression, dont l'unité est le pascal, au fait. C'est égal à 20 000 mètres, donc. Alors j'écris 20 000 fois la densité. Alors, la densité d'un granit, c'est légèrement inférieur à un gneiss, mais 2,7, on vous l'a appris. C'est sans dimension quand on parle de densité. Quand on parle en masse volumique, ça a une dimension. C'est 2,7 grammes par centimètre cube, et c'est 2,7 000 kilos par mètre cube. Ça veut dire 2,7 tonnes pour 1 mètre cube de granit. Donc j'écris ici 2,7 fois 10 puissance 3. Et je rajoute fois 10 mètres par seconde au carré. C'est l'accélération de la pesanteur, ça. Je fais le calcul et j'obtiens 540 millions de pascal. Un géologue n'aime pas traîner les puissances de 10 et du coup, il préfère s'exprimer en mégapascal. Ça fait donc 540 mégapascal ou carrément 0,54 gigapascal, c'est-à-dire des milliards de pascal. Voilà, j'ai déjà la pression à laquelle ma roche s'est formée, à 20 km de profondeur, 540 mégapascal. Quelle température il fait à 20 km de profondeur? Pour le savoir, je dois connaître la valeur du gradient de température entre la surface et la profondeur de la Terre. Dans une croûte continentale moyenne, cette valeur c'est 30 degrés par kilomètre. Ça veut dire qu'à chaque fois que je m'enfonce d'1 kilomètre dans la Terre, ma température augmente de 30 degrés. Du coup, j'utilise cette formule, cette fois. La température c'est 30 degrés par kilomètre fois 20 km, et c'est égal donc à 600 degrés Celsius. Alors voilà, maintenant je sais que cette roche s'est formée à
600 degrés pour une pression de 540 mégapascales à 20 km de profondeur. Alors en quoi ça m'est utile ça? Eh bien ça m'est utile pour savoir quels minéraux je vais trouver à l'intérieur. Mais là, il faut qu'on passe au graphique pression-température. Alors voilà un graphique pression-température. La pression chez les géologues s'indique vers le bas. C'est pas que les géologues ont la tête à l'envers. C'est que quand on augmente la pression, c'est qu'on s'enfonce en profondeur. Plus je m'enfonce en profondeur, plus le poids des roches est élevé. Donc du coup, je peux écrire sur le même axe les pressions en pascal, la 540 mégapascales, et les profondeurs en kilomètres, 20 km. On vient juste de le calculer. Ici, c'est la température et j'ai replacé 600 degrés qu'on avait aussi obtenu par le calcul. Et maintenant, je vous présente une famille minéralogique nouvelle pour vous. Dans le gneiss, je vous ai appris qu'on trouvait du quartz, du feldspath et de la biotite. C'est vrai. C'est majoritaire dans la roche. Mais on trouve aussi une famille de minéraux dont les noms sont assez magnifiques. L'andalousite, la sillimanite et le distène. Alors par contre, je ne les ai pas en même temps. J'ai soit l'un, soit l'autre. Dans un gneiss, je peux avoir de l'andalousite, je peux avoir de la sillimanite ou je peux avoir du distène. C'est des minéraux qu'on peut reconnaître en microscopie polarisante, très bien, avec des planches de détermination. En quoi ils sont utiles ces minéraux-là? Des minéraux typiques du métamorphisme. Ces minéraux sont utiles parce que je peux déterminer leur présence en fonction des conditions de pression et de température. Alors quel minéral j'ai parmi ces trois-là dans mon gneiss si je suis à 20 km de profondeur? C'est simple, je vais placer un point. Un point à 540 mégapascales, donc sur cette ligne horizontale, et un point à 600 degrés sur cette ligne verticale. Et je constate ici que dans mon gneiss, à 20 km de profondeur, c'est de la sillimanite que j'ai à l'intérieur. Voilà. Et là, vous devriez me dire, c'est super, c'est bien de savoir ça, monsieur, ça me fait une belle jambe de savoir que j'ai de la sillimanite dans le gneiss. Oui, dit comme ça n'a pas tellement d'intérêt. Un géologue, en fait, il fait exactement le contraire de toute cette démarche. On reprend tout à l'envers et on dit, en fait, au départ, je prends un gneiss dans ma main et je regarde quel minéral j'ai parmi les trois là. Admettons que j'ai de la sillimanite dedans, d'accord? J'ai de la sillimanite dedans. Immédiatement, je sors mon graphique pression-température et je me place dans ce champ-là. Et je sais que mon gneiss s'est formé dans ces conditions de pression et température, donc à une profondeur de l'ordre en moyenne de quoi? 20 km. Voilà. Si au contraire dans mon gneiss j'ai de l'andalousite, que j'observe à l'œil nu dans la roche, d'accord? Alors là je vais dire, bah non, je me suis formé plutôt vers 10 km de profondeur. Voilà. Du coup, la roche métamorphique est bien une roche qui parle, puisqu'elle vous dit, je me suis formé à 20 km. Je me suis formé à 10 km. Ou là, avec le distène, je peux atteindre des records à 30 km, 40 km, 50 km. Voilà la force du métamorphisme. Mais on a un petit problème à résoudre. Les roches, on ne les trouve jamais à 30 km de profondeur. On n'a pas pu creuser pour aller les chercher. Les roches, on les trouve toujours en surface. D'accord? Dans les montagnes. Ça veut dire que mon gneiss qui s'est formé avec de la sillimanite et que j'ai dans le laboratoire, maintenant, c'est un gneiss qui, attention, je pars de ce point, est remonté à la surface. Ça veut dire il a fait ça. Regardez bien. Hop. Tac. J'arrive à la surface et là, moi, je le récupère à 0 km. Mais en revenant vers la surface, on voit tout de suite que la sillimanite aurait dû normalement se retransformer en andalousite. Et moi, en surface, je ne devrais avoir que du gneiss à andalousite. Pourtant non, je vous l'affirme, j'ai du gneiss à sillimanite. Comment ça se fait? Pour l'expliquer ça, il faut qu'on réalise une expérience qui explique la transformation des minéraux l'un dans l'autre en fonction de la pression et de la température. Alors voilà l'expérience. Ici,
j'ai un minéral, le minéral biberon. Ce minéral biberon, je vais l'appeler par analogie andalosite. Ça fait plus joli déjà. Alors l'andalosite, c'est un minéral comme celui-là qui est composé d'atomes. Ces atomes sont matérialisés par des grains de riz qui se trouvent à l'intérieur. Donc là, ce sont des atomes. Immédiatement, ce que je vois, c'est que ce biberon, il est calibré avec un volume donné. D'accord ? Donc j'ai des grains de riz qui arrivent et qui occupent le volume jusqu'ici, là, pratiquement au goulot. Le poids, la masse, je peux la mesurer avec une balance. C'est lourd. Ok. Ouais, c'est bon. J'ai G1 pour la masse et volume V1 que je note dans ma tête. Eh bien, devant vos yeux ébahis, je vais transformer ce minéral biberon en un minéral sac à main. Pour ça, je dois changer la pression. Le métamorphisme, typiquement, c'est la transformation d'une roche en une autre roche du fait d'une modification de la pression et ou de la température, et avec cristallisation de nouveaux minéraux. Et justement, je vais vous faire cristalliser le minéral sac à main à partir de celui-là, et sans fusion, juste à l'état solide. Alors, je ne peux pas augmenter la pression sur les bords, là, parce que je ne peux pas appuyer malgré ma force, donc je vais le faire avec un couteau, et en passant par le trou qui est là. Donc là, j'augmente la pression. C'est comme si ma roche s'enfonçait en profondeur. Voilà, il faut bien forcer, parce qu'une montagne, c'est quand même très très lourd. Voilà. Et là, à un moment donné, voilà, c'est sans aucun trucage. Ce minéral est désormais un sac à main avec lequel je peux partir. Non, je vais rester là. Et on ne va pas l'appeler sac à main, on va l'appeler silimanite. Voilà, la pression a augmenté et j'ai transformé donc l'andalosite en silimanite. Et alors, en quoi ça a changé? Eh bien, en fait, le volume là, il a diminué. Le poids, c'est toujours pareil. C'est toujours G1, la masse n'a pas changé. Par contre, le volume a diminué. Donc, la densité du minéral a augmenté. C'est donc plus le même minéral. Ses propriétés optiques ne seront pas les mêmes. Par contre, la composition chimique, c'est la même. Oui, c'est vrai, c'est la même chimie. Mais par contre, le minéral, en microscopie polarisante, ne sera pas pareil. Et on va le reconnaître. Ça, c'est de la silimanite. Ok ? Mais, quand les pressions se relâchent, la chaîne de montagne disparaît. La roche revient vers la surface. Alors là, il se passe quelque chose de bizarre. Regardez, si je le fais, tout doucement, ça va marcher. J'enlève la pression, mais tout doucement. Tout ça, voilà. J'enlève la pression. Le minéral s'est conservé. Si j'appuie pas dessus, si je le laisse tranquille, il remonte doucement vers la surface, alors la silimanite se conserve. Et du coup, j'ai face à moi un minéral qui me dit « Ah bah je me suis formé à 20 km de profondeur ». Voilà, c'est ça la puissance du métamorphisme. Mais est-ce que je peux en refaire au fait de l'andalosite? Oui, il faut que j'applique une force dessus. C'est-à-dire il faut que je fasse ça. Et voilà, c'est parti. Je peux recommencer parce que là j'ai de l'andalosite. Et j'ai perdu par contre l'information. C'est-à-dire que si je retrouve ça en surface, je ne saurais pas que la roche est partie en profondeur. Heureusement pour nous, la plupart des roches métamorphiques se sont conservées. On les a dans les laboratoires parce qu'on les a trouvées dans les montagnes. Et donc on a plein d'histoires à vous raconter. Merci.